Sur le deuxième thème, immigration et citoyenneté, Patrick Weil nous rejoint, Damien Carême nous rejoint, ainsi que Geneviève Jacques. Un petit mot d'introduction sur cette deuxième table ronde. Nous allons parler, au fond, derrière ces mots immigration, citoyenneté, comment des institutions se comportent vis-à-vis de certaines parties de notre société, ramenées à leur origine, à leur apparence, à leurs croyances, mais profondément liées à nos classes populaires. Et je voudrais avoir une pensée, je le dis devant Louis Joinet, qui a accompagné tous ces combats-là pour un ami qui nous a quittés cet automne, qui était magistrat et qui faisait une sorte de trio avec le journaliste que je suis et un policier qui a toujours pensé qu'il y avait une délinquance de besoin, une délinquance produite aussi par les conditions sociales, policier qui fut très proche du président François Mitterrand. Je pense évidemment à Bernard Delplace. Heureusement, Bernard Delplace est toujours de ce monde, mais Michel Marcus nous a quittés cet automne. Et je pense à lui parce que l'un de ses derniers gestes de Michel Marcus, qui travaillait sur la prévention de la délinquance, sur la sécurité dans les villes, sur les politiques de la ville, a été de sortir de son calme pour écrire quelques lignes qui, hélas, n'ont pas été publiées au printemps dernier parce que nous n'avons pas trouvé suffisamment de signataires, qui était un cri de colère de cet homme plutôt calme, mais qui retrouvait ce qu'il avait écrit avec Bernard Delplace, avec d'autres comme Louis Joinet, au temps des combats inauguraux de ce lien entre sécurité et liberté, par exemple sur les bavures policières, par exemple sur le maintien de l'ordre. Ce texte, politique du désordre, se crie au moment des manifestations sur la loi travail, pendant le contexte justement de l'état d'urgence et de la brutalisation du débat public, se terminait ainsi. Il appartient à tous les juristes de ce pays, qu'ils soient juges judiciaires ou administratifs, avocats, de reprendre la main sur les agissements d'un pouvoir politique en pleine dérive, de refuser le chantage au terrorisme installant un état de droit sous la botte et d'obliger à réviser la doctrine d'un maintien de l'ordre qui engendre le désordre dans les esprits et les cœurs. Salut donc à Michel Marcus et bienvenue à vous trois. Je vais commencer par vous, Patrick Weil. Vous êtes évidemment connu pour tous vos travaux sur le droit de la nationalité. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, et c'est vous qui, avec toute la société civile, mais vous, avec votre compétence, je dirais, de savant, avez mené le fer pour, contre ce qui fut, pour beaucoup d'entre nous, comme une ultime rupture, cet surgissement de cette mesure traditionnellement de la droite extrême, de l'extrême droite, de la déchéance de nationalité, à l'occasion des attentats du 13 novembre lors d'un discours au Congrès le 16 novembre 2015. À vous, Patrick Weil, pour une dizaine de minutes, comme tous ceux qui vous ont précédé. Merci Edoui, merci aux organisateurs. Alors, oui, je suis un universitaire, mais j'ai été un militant, comme Edoui, il y a longtemps. Et en tant que militant, comme vous l'êtes aussi beaucoup, des droits, j'aime bien essayer de gagner. Et c'est ce que nous avons fait l'année dernière. Nous avons gagné. Nous avons infligé une défaite au président de la République qui, je le rappelle, a voulu faire adopter une disposition qui, si elle avait été adoptée, on aurait aujourd'hui dans la Constitution qu'un Français ayant commis un délit d'atteinte à la vie de la nation pourrait être déchu de sa nationalité. Ça pouvait concerner un jour des journalistes, des intellectuels. Ça ouvrait la porte à des dérives bien au-delà du terrorisme. Ça permettait de créer des apatrides non protégeables par la Convention internationale de protection des apatrides. C'était la honte sur notre pays des droits de l'homme. Eh bien, on a gagné cette bataille. Et réfléchissant à ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, et partant d'un cours que j'ai fait il y a 2-3 ans sur l'histoire des droits de l'homme, je voudrais partir de ce constat. C'est que les combats pour les droits sont souvent d'abord minoritaires.
et qu'on ne les gagne qu'en s'appuyant sur des forces conservatrices qui ont intérêt, à certains moments, à rejoindre le combat des droits et à les faire triompher. Je commence par l'esclavage. Si la France révolutionnaire a aboli l'esclavage, c'est qu'elle était en guerre contre les puissances européennes, et notamment l'Angleterre, dans les Caraïbes, et on a eu besoin des esclaves qui sont devenus militaires généraux dans l'armée des Caraïbes, et on l'oublie souvent. Bon. Si l'Angleterre a ensuite aboli l'esclavage, c'est qu'elle s'est constituée comme une, selon un livre remarquable, Morale capitale, par un de mes collègues de Columbia, c'était parce qu'elle a calculé que c'était son intérêt de puissance commerciale en compétition avec les États-Unis et la France qui l'avait rétabli, de se porter justement comme une nation morale et de pouvoir contrôler tous les bateaux des circulaires sur les mers et pouvoir ainsi gagner les batailles commerciales contre ses compétiteurs. Si les femmes ont obtenu progressivement l'égalité des droits, c'est notamment à l'occasion de la Première Guerre mondiale, quand elles ont pris la place des hommes dans les entreprises, dans la production, etc. Et donc c'était parce qu'elles apportaient, elles sont apparues comme un intérêt économique et collectif pour la nation. Et prenons d'autres droits d'aujourd'hui que l'on arrive tant bien que mal à préserver, et je vais revenir dessus pourquoi. Je pense par exemple au droit des enfants en situation irrégulière d'aller à l'école. C'est que s'ils n'allaient pas à l'école, ils seraient où? Ils seraient dans les rues. Et là, il y aurait une atteinte, probablement, pour ceux qui ont 12, 13 ans, etc., dans les rues pendant des jours et des nuits, il y aurait peut-être une atteinte à la sécurité. Donc là, on voit bien qu'il y a un lien, qu'on peut présenter la défense des droits en relation avec la défense de la sécurité. Ils se combinent, il n'y a pas de... Et c'est pareil, par exemple, pour les malades. Pourquoi faut-il défendre le droit des étrangers malades à se faire soigner? C'est aussi un intérêt pour la sécurité sanitaire de toute la population qui n'a pas envie de se voir développer des épidémies parce qu'on aurait refusé de dépenser pour les droits des étrangers. Donc vous voyez bien que la meilleure, je dirais que dans ces combats pour les droits, si on peut s'appuyer sur des forces ou sur des raisonnements qui touchent un certain nombre de pensées ou d'intérêts conservateurs, on a plus de chances de l'emporter. Et ensuite, les droits finissent par imprégner, par devenir des références et par devenir des choses pour lesquelles les gens se battent. Alors, sur la déchéance l'année dernière, quand monsieur le président de la République Hollande a annoncé qu'il faisait finalement cette chose dans la Constitution, eh bien, moi, je suis intervenu tout de suite en disant il faut faire un front républicain contre une proposition qui nous vient du Front National. Et donc, ce front républicain, il a été constitué de qui? Bien sûr, d'une partie des parlementaires de gauche, mais ça ne suffisait pas. Il a bien fallu trouver des hommes de droite. Il y en a qui se sont levés tout de suite, et pas des gens avec qui, a priori, vous avez envie de militer, M. Devedjian ou je ne sais plus quels autres. Ils ont tout de suite dit « je suis contre la déchéance ». Bon. Et puis, il y a eu ensuite M. Fillon. M. Fillon et tous les sénateurs fillonistes. Et c'est au Sénat que la mesure a été définitivement enterrée, ficelée et mise dans un cercueil avec un certain talent d'orfèvre. Et il faut le rappeler. Alors, est-ce que M. Fillon est contre la déchéance? Non, il dit qu'il est pour. Il est pour dans la loi et pas dans la Constitution. Alors vous me direz, fallait-il à ce moment-là? Moi, j'ai pensé qu'il fallait faire une coalition déjà pour empêcher que ce soit dans la Constitution. Il fallait travailler avec tous les gens qui étaient contre le mettre dans la Constitution. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure ce qui aurait été dans la Constitution, c'était bien plus grave que tout ce qui peut nous arriver par la loi, parce que cette loi sera contrôlée par le Conseil constitutionnel, par la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis si jamais c'est dans la loi, ça s'annule par une nouvelle loi. Alors que c'est dans la Constitution, ça nous structurait pour des générations. Ça restait là. Donc voilà. C'est un combat qu'on a gagné en s'alliant avec des gens qui étaient, pour différentes raisons, contre mettre ça dans la Constitution et avec lequel on peut être en désaccord par ailleurs
sur le fait qu'il faille ou pas faire la déchéance. Moi, je suis pour le concept américain, la souveraineté du citoyen, et donc pas toucher à la peau de la citoyenneté, la nationalité d'un citoyen, mais on peut ne pas être d'accord avec ça. C'est le débat entre la gauche et la droite républicaine dans le cadre d'une même constitution. Alors maintenant, parlons d'un combat perdu pour l'instant. C'est celui des réfugiés. Disons-le franchement, en dehors de quelques remarquables travaux d'associations ou de maires qui sont ici, la France n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. Alors je vois deux motifs à cela. D'abord, je vois un motif structurel du droit d'asile. Le droit d'asile, la Convention de 1951, c'est un droit souverain des États. Les États n'ont aucune obligation d'accueillir sur leur territoire. Ils ont une obligation de traiter les personnes, de traiter les demandes individuelles quand les personnes sont sur le territoire, mais il n'y a pas d'obligation d'ouvrir la frontière à un demandeur d'asile. Il y a aujourd'hui une faillite du droit d'asile, mais on a peur aussi d'y toucher parce qu'on se dit on a quelque chose. Si tout d'un coup on dit c'est une faillite, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on le dit il faut s'en débarrasser, on a quand même quelque chose avec ce droit d'asile. Donc on est là dans quelque chose de très grave, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu agir, c'est qu'on n'a pas porté ce sujet au plan international. L'Europe en tant que telle n'a pas été à la hauteur, mais certains pays européens ont été plus qu'à la hauteur, et beaucoup plus que des pays qui avaient créé la crise. Je pense aux États-Unis, à l'Arabie saoudite, etc. Il fallait, après tout, on a un siège au Conseil de sécurité, on en a même deux avec les Anglais. On pouvait convoquer une conférence internationale et dire « Que faites-vous ? Que faites-vous et que faisons-nous ensemble d'un point de vue politique dans la région ?» Parce que l'asile, c'est un asile politique. C'est une réponse politique à des actes politiques, et il ne fallait pas uniquement se placer en tant qu'Européens dans une posture humanitaire. Il fallait porter l'affaire au plan politique, au plan géopolitique, et ça, aucun dirigeant européen ne l'a fait. Maintenant, il y a une deuxième raison pour laquelle je viens de parler de frontières extérieures. C'est que nous avons aussi en nous, et c'était cela qu'évoquait Edoui dans son introduction, une frontière intérieure. Si l'on n'a pas été à la hauteur, c'est qu'il y a une partie de nos compatriotes qui se disent en eux-mêmes, eh bien on en a assez des immigrants déjà chez nous pour en prendre plus. Parce qu'ils considèrent une partie de nos compatriotes, non pas comme des compatriotes, mais soit comme des immigrants, ou je dirais, sinon, entre guillemets, comme des musulmans. C'est-à-dire pas tout à fait des compatriotes. Et ça, parce que après, il peut y avoir c'est leur pensée. Je voudrais faire référence ici à une étude vraiment inacceptable, je dirais, presque dégoûtante, qui a été faite par l'Institut Montaigne sur les musulmans de France, qui concluait, et ça a fait la une des journaux, que 28% d'entre eux étaient fondamentalistes, etc. J'ai lu le questionnaire, je dois dire qu'au bout de quelques questions, je ne me sentais pas capable de continuer, je n'avais pas de place en tant que citoyen français dans ce questionnaire qui portait au début. C'était ouvert à tous, quelle religion êtes-vous, etc. Il y avait par exemple une question sur la nationalité. Êtes-vous français? Si oui, l'êtes-vous de naissance ou par naturalisation? La plupart des jeunes, par exemple, nés en France de parents étrangers, ne sont ni français de naissance, ni par naturalisation. Ils le sont par déclaration, mais là, il n'y avait pas d'option. Sur la religion, c'était êtes-vous juif, musulman, chrétien, autre religion, sans religion. Pas de question sur l'agnosticisme, pas de question sur l'athéisme, pas de possibilité de panacher, ce que moi j'aurais fait. Donc, pas de possibilité de trouver une place. Sauf à chaque fois dans les questions, la plus, je dirais, proche d'un attachement le moins libéral à la religion. Et puis, il y avait à côté un texte d'histoire des musulmans de France. J'en ai pour 2 minutes. J'ai testé le mot guerre. Il apparaît 14 fois. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale, guerre contre Daesh, guerre civile algérienne. La guerre d'Algérie, jamais. La part de l'histoire de nos compatriotes dans l'histoire de France n'était pas là. Alors nous, citoyens, tous ceux qui sont ici citoyens français, on se sent de plein pied dans la nationalité, dans l'histoire de notre pays, et si on le souhaite, on peut s'affilier ou pas à une croyance religieuse.
dans ce questionnaire, ceux que l'on questionnait avaient une place, n'avaient pas toujours leur place dans la nationalité, n'avaient pas de place dans l'histoire, et la seule place qu'on leur donnait, c'était le terme qu'on employait du temps de l'Algérie coloniale, les musulmans. Eh bien, si on n'est pas capable, par un travail collectif que nous devons tous faire, de nous représenter notre histoire de France comme une histoire globale qui intègre l'histoire de l'Empire, dont notre société est aujourd'hui le produit divers, où chacun, et de cette histoire a produit le commun, c'est-à-dire la commune nationalité, citoyenneté qu'on ne devrait pas toucher, et une histoire commune sur laquelle on peut avoir des divergences, parce que c'est normal, il y a des divergences d'interprétation, notamment sur la colonisation. Et ensuite, la laïcité peut être là pour organiser la croyance ou la non-croyance. Mais le préalable, c'est qu'on se considère comme compatriote, et si on n'est pas capable de faire ça, eh ben, on se dit, voilà, pourquoi j'en accueillerais d'autres, et c'est ça qui nous bloque. Donc c'est ce travail-là qu'on doit faire sur nous-mêmes, qu'on n'a pas encore fait, et qui nous empêche d'être ouverts à l'autre. Merci. Merci Patrick Veil pour ce rappel au fond de la pédagogie politique qu'on aurait aimé entendre, parce qu'au fond, faire construire ensemble, c'est aussi se rassembler autour d'une idée collective de nous-mêmes. En lieu et place du discours que vous avez tenu, nous avons eu un discours de Munich qui était le bras d'honneur fait par un représentant de notre pays à ceux qui, en Europe, disaient que face au plus grand mouvement de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe qui s'est créée sur les désastres de la catastrophe européenne devait faire face. Et il y a des solutions pour cela. Damien Carême, vous êtes là pour en témoigner. Vous êtes maire de pas n'importe quelle ville, Grande-Synthe. Je l'ai connue grâce à vous et nous avons déjà, avec Mediapart, fait beaucoup appel à votre témoignage. Grande-Synthe est une ville née dans le mouvement de la sidérurgie dans les années 60, avec justement toute une population de travailleurs que nous avons fait venir pour faire la richesse de ce pays. Et votre père même a été un ouvrier de cette sidérurgie, un syndicaliste, a été lui-même maire de Grande-Synthe, et vous-même, après une carrière professionnelle, vous avez non pas pris la succession du père, mais vous-même été au rendez-vous de ce combat citoyen, et vous l'avez été au point d'être fidèle à l'histoire de cette ville, puisque c'est vous qui, face à toute la crise autour de ce mot terrible qui a été banalisé de parler de jungle pour Calais, pour un endroit où il n'y avait pas des bêtes sauvages, mais des hommes, des femmes et des enfants, eh bien, vous avez montré, et vous allez nous l'expliquer, qu'il y avait une solution que, grâce à votre volonté, les pouvoirs publics ont dû accepter. Expliquez-nous. Oui, merci. Je me demandais comment j'allais pouvoir aborder l'intervention dans un contexte droit, justice et sécurité, et finalement les trois se rejoignent dans l'expérience qu'on a vécue à Grande-Synthe. Alors effectivement, c'est une ville issue de l'immigration, et j'ai aimé le rappeler à la population, parce qu'il faut faire des rappels historiques de temps en temps, au moment où il y a cet afflux important de réfugiés qui sont venus s'installer sur la commune. Alors, pour l'histoire, on avait déjà des réfugiés qui occupaient un terrain sur la ville, parce qu'on est sur l'autoroute qui mène à Calais, et qu'on a une station-service sur cette autoroute, sur la ville. Et donc les réfugiés se mettaient dans le terrain, et la nuit montaient dans des camions et partaient pour rejoindre l'Angleterre. Et il y en avait entre 20 et 30 par jour qui passaient, il restait 24 heures, 48 heures maximum. Et déjà à cette époque, les associations venaient en aide pour ramener des vêtements, ramener à manger aux quelques réfugiés qui étaient là. Et on a monté quelques années plus tard avec des maires de la région Nord-Pas-de-Calais qui avaient exactement le même problème, entre guillemets, que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient soit des aires de repos, soit des stations-service le long des autoroutes qui menaient à Calais. L'association, le réseau des élus hospitaliers de la région Nord-Pas-de-Calais, en se disant, voilà, si chacun prenait sa part, on éviterait d'avoir des Calais dans chacune de nos communes, on se répartissait l'accueil de ces réfugiés. On n'a pas eu beaucoup de candidats à l'ouverture pour accueillir à ce moment-là des réfugiés sur leur territoire, mais ça montrait déjà l'élan dans lequel nous étions avec quelques élus. Donc les choses entre 2006 et 2008 allaient
correctement. En 2008, on a eu un hiver très rigoureux, il a fait -15, et pour la première fois, on a vu des femmes et des enfants arriver sur ce terrain. Et donc les associations nous ont alertés tout de suite en nous disant qu'il y avait des risques que quelqu'un meure sur ce terrain-là. Et donc on a décidé de mettre une tente chauffée à la disposition de ces réfugiés la nuit. Et là, déjà, j'ai eu le sous-préfet de Dunkerque qui m'a envoyé un courrier en me disant vous allez créer un appel d'air, le fameux appel d'air, donc c'est pas bien. Et puis derrière, il y a des réseaux de passeurs, donc il y aura des problèmes d'insécurité. Comme c'est un terrain municipal, vous assumerez seul la responsabilité de ce que vous créez là. On a assumé la responsabilité, il n'y a pas eu d'appel d'air, on a continué pendant des années à améliorer les conditions d'accueil, puisqu'ils étaient entre 30 et 90, alors des fois 20, des fois 50, des fois 90, ça revenait, c'était très fluctuant, mais jamais il y a eu cet appel d'air qu'on nous mettait comme ça en menace derrière. Et puis en 2015, l'État décide de bloquer complètement Calais, le port et le tunnel sous la Manche. Et là, du coup, engorgement au passage. Et de 60 réfugiés au mois de juillet, on est passé à 190 fin août. Là, les associations nous disent, nous, on peut plus, parce qu'on n'est pas très nombreux et difficile de venir en aide à toutes ces personnes-là. Et puis si ça continue, on va être complètement débordé. Donc il faut faire quelque chose. Donc là, j'interpelle le sous-préfet qui avait changé entre deux, pour lui demander que l'État intervienne en disant moi je ne veux pas les évacuer, ceux qui sont là, on va s'en occuper, mais faites en sorte qu'il n'y en arrive pas plus, parce que sinon on va être débordé. Il ne s'est rien passé, l'État n'a pas réussi à mettre les moyens suffisants. Fin septembre, il n'était plus 190, mais 545. Vous voyez les choses augmenter comme ça arrivait au jour le jour. On est reçu place Beauvau par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à ce moment-là. On lui présente avec un certain nombre d'élus de l'agglomération la difficulté qu'on a. Puis les forces de l'ordre aussi, qui sont là pour la sécurité publique dans la ville, été débordées par les réfugiés qui étaient là, pas parce que ça posait des problèmes, mais parce qu'ils venaient rassurer la population de par cet afflux massif. Il nous a dit oui, on va mettre des forces de l'ordre supplémentaires et on viendra vous aider financièrement. Bref, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu des forces de l'ordre qui sont arrivées, ce qui n'a pas empêché quand même les réfugiés d'arriver, puisque de 545 fin septembre, on est passé à 1200 fin octobre. Et ainsi de suite, 1800 au mois de novembre et 2500 au mois de décembre. Il y a un moment, je me suis dit, on n'arrivera pas, on va retomber dans Calais, et que donc il fallait qu'on se débrouille par nous-mêmes, parce qu'à partir du 13 novembre en plus, comme les forces de l'ordre ont été réquisitionnées sur les attentats, on n'a plus eu du coup de policiers qui étaient là pour nous donner un coup de main, et surtout il n'y avait pas de réponse, l'État était occupé sur d'autres choses. On a rencontré MSF, Médecins du Monde, qui intervenait depuis un certain nombre d'années, nous a mis en contact avec Médecins sans frontières pour nous aider à concevoir un camp, parce que les conditions de vie dans lesquelles vivaient, ça aussi c'est la sécurité publique, j'allais dire la santé publique. Il fallait que je réponde, en tant que maire, j'ai un code de la santé publique, je dois mettre en œuvre un certain nombre de mesures, quelle que soit la population, même celle qui est là que de passage. D'ailleurs, l'État avait condamné la ville de Calais, les tribunaux avaient condamné la ville de Calais et l'État parce qu'ils ne respectaient pas la dignité sur Calais. Et donc, voilà, j'ai suivi, moi, ce code de la santé publique. Et on aurait pu me mettre en justice parce qu'il y avait quand même ce délit de solidarité qui existe encore aujourd'hui. Donc, je m'étais dit, ça sera marrant de voir quel droit l'emporte sur l'autre en tant que maire. On n'a jamais dû aller jusqu'à là. Mais les conditions de vie étaient épouvantables. Les ONG qui ont une expérience à l'international nous disaient que c'était le pire des camps qu'ils avaient vu à travers le monde. C'est pas rien, le pire des camps qu'ils avaient vu à travers le monde, parce que c'était pas du tout adapté pour ça. C'était une carrière, il y avait de la boue et de l'eau, il y avait 300 femmes, 300 enfants qui vivaient dans ces conditions, et je ne l'acceptais pas. J'ai surnommé très vite le camp de la honte. Donc on a monté un camp, on a fait des plans, et puis au moment de faire... de le présenter à la presse fin novembre. J'ai reçu un coup de fil du ministère qui me demande de rencontrer le ministre pour aller discuter de cette idée-là. Il essaye de me dissuader, le ministre, de le faire, mais je lui dis que je n'avais pas trop d'alternatives, que je ne crée pas un camp. En fait, je déplaçais une population vers un lieu qui avait respecté la dignité de ces hommes, et de ces femmes et de ces enfants simplement. Le ministre, finalement, contraint le préfet à travailler avec nous pour faire en sorte que ce déménagement ait lieu. Et j'ai un accord du préfet, donc le 11 janvier, qui me dit on n'est toujours pas d'accord avec ce camp, c'est une très mauvaise idée, mais si vous décidez de le faire, on ne s'y opposera pas. Donc on a bâti ce camp qui devait être un camp de toile de 500 tentes, de 5 personnes. Et puis finalement, les tentes ont été remplacées parce qu'il y a beaucoup de vent quand même dans notre région, et les tentes ont toutes été déchirées, donc on les a remplacées par des petites cabanes de bois, ce qui est encore le cas aujourd'hui. On a fait ce déménagement le 7 mars. Le jour du déménagement,
le préfet me dit, autre code, autre sécurité, le préfet interrompt le déménagement parce que je n'avais pas fait passer de commission de sécurité sur le camp. Donc là, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand c'était un camp sous toile, c'était un autre code qui prévalait. Mais comme j'avais fait des cabanes de bois, en fait, c'était un établissement recevant du public. Et là, du coup, il faut une commission de sécurité avec un certain nombre de respect de normes. Donc, on m'a obligé à mettre des alarmes incendie dans chacune des petites cabanes, là, des petites alarmes, bon, un tas de choses comme ça, toute une liste. Cela dit, je suis quand même intervenu auprès des policiers qui empêchaient les bus de déménager. Je leur ai demandé quel était le droit, sur quoi ils se fondaient pour empêcher le déménagement. Ils étaient incapables de me répondre, donc ils ont laissé passer les bus. Et je me suis quand même engagé à répondre à ces normes de sécurité, parce que du coup, là, ma responsabilité pénale était engagée. Et donc, je veux bien prendre des risques, mais il faut quand même essayer de les limiter et de montrer qu'on a fait le maximum pour éviter. Je ne voulais pas non plus qu'il y ait un enfant, des femmes ou quelqu'un qui meurt dans un incendie sur ce camp. Donc on a mis tout en œuvre et aujourd'hui tout fonctionne derrière. Voilà, ce camp s'est fait. La réalité, c'est quand même, je vous le dis, c'est qu'effectivement il y a des passeurs qui sont là. Je me suis engagé avec le ministre de lutter contre les réseaux de passeurs parce que c'est abject ce qui se passe, c'est de la traite d'êtres humains et elle n'est pas acceptable sur ce camp. Mais dès le mois d'août, quand on a mis quelques bungalows de douche et de sanitaires pour subvenir un minimum aux besoins, le jour où on les a installés, les passeurs les ont fermés à clé et facturé 5 € la douche aux réfugiés qui étaient sur le camp. Donc quand on a fait le camp, je m'étais dit, il est hors de question qu'on laisse un camp comme celui-là dans les mains des passeurs. Donc il nous faut un gestionnaire qui tienne le camp 24 heures sur 24 pour éviter ce trafic qu'il y avait derrière. Ça a un certain coût. On a estimé le coût du fonctionnement à 4 millions par an et j'avais dit, si l'État n'est pas là, parce que moi je n'ai pas les moyens dans ma commune de faire face à ces dépenses-là, on fera un appel au financement participatif, au crowdfunding, à l'échelle européenne, puisqu'on a des bénévoles qui viennent de toute l'Europe. Je recevais des courriers de toute l'Europe qui m'encourageaient, donc je m'étais dit que ça marcherait. Ça, l'État, je pense, n'a pas trop apprécié non plus que j'envisage cette solution-là. Et finalement, il y a eu Emmanuel Cos qui est rentré au gouvernement au mois d'avril, c'est ça, mars-avril, je ne sais plus, l'année dernière, et qui a souhaité me rencontrer dès qu'elle a été élue en me disant laisse-moi le temps, je vais voir avec le ministre de l'Intérieur, puisque c'est de l'argent qui vient du ministère du Logement, on va trouver quelque chose. Et fin mai, Emmanuel Cos et Bernard Cazeneuve sont venus signer une convention avec nous qui prenait en charge le fonctionnement du camp. Et ce jour-là, Bernard Cazeneuve, dans son discours, a cité Mitterrand qui disait « On ne peut rien contre la volonté d'un homme ». Voilà, donc on a montré que quand on résiste et quand on va jusqu'au bout de ses convictions, on peut y arriver. Pour terminer dessus, donc je reprends ainsi, je prends les droits, le principal pour moi c'est les droits de l'homme. Philippe Lambert, dans un débat qui était proposé au Théâtre de la Ville par Mediapart, l'eurodéputé vert disait il ne faut pas que la France ne soit que le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais le pays des droits de l'homme, effectivement. Donc c'est le droit que j'ai appliqué en premier, le droit à la dignité humaine, la justice, j'ai respecté les décisions de justice dessus, et la sécurité, la santé publique, pour moi, c'était... donc voilà, je me retrouve dans la trilogie qui est là derrière. J'ai tout de suite travaillé avec ma population, ça a été dit, je leur ai rappelé notre histoire, je leur ai dit qui étaient ces réfugiés, et il y a eu comme ça toute une pédagogie qu'on a mis en œuvre pendant toute la durée de ce processus-là. On a expliqué qu'on allait faire de la dépense, mais que je me battrais pour obtenir les remboursements des dépenses engagées, parce que ce n'est pas les citoyens de la ville qui devaient assumer cette dépense-là. Et finalement, je n'ai pas eu de manifestation, je n'ai pas eu de pétition dans la ville, je n'ai pas de mouvement de population. Je ne dis pas que c'est accepté par 100% de la population, on a des gens qui sont réticents, mais la majorité de la population est quand même très satisfaite de ce qu'on a pu faire. On a été élu capitale française de la biodiversité en 2010 pour la nature en ville, pour un certain nombre de choses. Et il y a un anthropologue qui était en immersion quelques mois dans la ville sur un autre sujet, sur le sujet de la ville en transition, qui interviewait des habitants, et il a une belle phrase d'une habitante pour dire qu'ils se sont accaparés le sujet. Il disait « Avant, on était capitale française de la biodiversité, maintenant on est capitale française de l'humanité ». Et je crois que c'est le visage de la France. Je fais beaucoup de conférences, on me demande d'aller un peu partout témoigner de cette expérience-là, à Niort, à Grenoble, à Bourg-la-Reine, à Arras, à Hem, j'en fais beaucoup. Et partout, j'ai des expériences citoyennes, j'ai des expériences de petites collectivités, de maires qui accueillent dans leur ville un village de 179 habitants, ils accueillent 20 réfugiés. Vous voyez, le ratio, c'est extrêmement important. Le maire du Havre, parce que ça dépasse les étiquettes politiques, accueille 350 familles syriennes dans sa ville, et tous, ils me disent « Mais c'est super ce qui se joue derrière. Les réseaux de relations, de solidarité qui se mettent en œuvre auprès de ces familles-là. » Voilà, je le dis beaucoup aux médias, il faut montrer ce côté positif, parce que là où ça ne va pas, c'est les fantasmes. C'est vraiment des gens qui ne connaissent pas. J'ai un exemple
encore récent, à Arras, on a eu le témoignage, quand il a été décidé de faire un centre d'accueil d'orientation à Arras, il y a eu des grosses manifestations. Aujourd'hui que le centre a ouvert, qu'il y a eu des échanges qui se font entre le CAO et la population, et ben en fait, tout ça a été complètement oublié. Et aujourd'hui, il se passe vraiment des choses extrêmement riches entre la population et le camp. Voilà, je pense que c'est ça le visage de la France, c'est celui que je retiens, moi, à travers toutes ces interventions que je peux faire. Donc je suis assez optimiste parce que les décisions, elles viendront des citoyens. Ce qu'il y a à mettre en œuvre, ça viendra des citoyens. Je pense que c'est l'abbé Pierre qui disait aussi, ce n'est pas à nos dirigeants de nous montrer comment être solidaires, c'est à nous de leur montrer et ils comprendront. Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous citez l'abbé Pierre. Je dis au passage que Emmaüs organise Place de la République ce dimanche. Ce dimanche, je crois que vous allez intervenir, ou je sais, il y a d'autres. Vous les accueillez le 21 et le 22, ici même, Place de la République, il y a tout un événement fait par les compagnons d'Emmaüs. La société, bien sûr, mais ce qui est terrible, et on va en parler avec Geneviève Jacques, dans la façon dont, dans ces années que nous venons de passer, par rapport à une majorité politique qui a été élue du côté, normalement, d'une dynamique progressiste, c'est de se dire que nous vivons aussi dans un moment où sont déférés devant les tribunaux des hommes, des femmes, je pense à la vallée de la Roya, qui n'ont fait que, vous parliez de ce mot terrible, de délit de solidarité, de ceux qui n'ont fait que tendre la main à des personnes et d'avoir ce réflexe élémentaire. Et comme vous le savez, des décisions de justice favorables, au moins une première a été rendue, mais le préfet a fait appel sur ces gens qui ont été solidaires. Geneviève Jacques, vous allez nous en parler parce que vous incarnez pour moi la longue durée de ces batailles de la société civile. Vous êtes présidente de la CIMAD. Alors la CIMAD, on retient le nom, on oublie, et c'est intéressant, les deux façons de traduire CIMAD. Au départ, comité intermouvement auprès des évacués. Ça dit un moment historique. Nous sommes dans les troubles de la catastrophe européenne. Les évacués, ça nous rappelle que, bien sûr, nous parlons des réfugiés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier le mot migrant. Le propre de l'homme est de bouger. Des réfugiés, des exilés, des immigrés, des migrants. Ce mot évacué, voilà, ça disait aussi qu'il y avait des personnes qui étaient chassées de force. Et puis, comme comité intermouvement auprès des évacués, ça ne se retenait pas très bien. La CIMAD s'est souvent appelée, en rappelant au fond son origine, service œcuménique d'entraide, ce qui rappelle, et nous en parlerons dans la 3e table ronde, à ceux qui font de la focalisation sur ceux d'entre nous qui croient et qui ont un au-delà d'eux-mêmes qui est spirituel, combien beaucoup de militantes et de militants inspirés par ces engagements spirituels sont au rendez-vous de leurs proches, au plus près du prochain. Merci Geneviève Jacques, à vous et bravo à la CIMAD. Merci beaucoup Edoui pour cette introduction sur la CIMAD. Je suis ravi de parler après les deux premiers intervenants et en particulier après Damien Carême. Parce que, en réfléchissant sur cette question immigration, citoyenneté, dans le cadre de cette soirée, j'ai pensé que notre apport, ça pourrait être une réflexion autour de la tension, crise des politiques migratoires et réponse citoyenne. Et l'endroit où cette tension est la plus forte, c'est aux frontières. C'est à la frontière, en ce qui concerne la France, dans d'autres pays aussi, mais en ce qui concerne la France, la frontière de la Manche, parce qu'il faut bien rappeler pourquoi ça se passe là, et puis la vallée de la Roya, Vintimille et la frontière italienne. Pourquoi c'est important? Parce qu'on voit de façon symbolique très forte s'affronter deux logiques. Une logique d'État, une logique sécuritaire, dans le cadre des politiques migratoires qui sont mises en place, obsédées par l'appel d'air, et où la volonté est une volonté de fermeture, de contrôle, ou de mise à l'écart, de rendre invisible le problème, si possible, et puis face à ça, une logique humaniste, je dirais, plutôt que humanitaire. Il y a un aspect humanitaire, mais c'est une logique au nom de la protection
et de la relation avec d'autres êtres humains, sans se préoccuper s'ils ont des papiers, pas des papiers, etc. Et on voit à la frontière comment ces deux logiques s'opposent. Dans le climat, et là ça rejoint la table ronde précédente, peut-être dans cette contamination, climat d'état d'urgence et plus généralement anxiété, etc., on voit ressurgir en ce moment, ça s'était jamais terminé, mais ça ressurgit en ce moment, des formes de criminalisation de la solidarité. Alors pour une organisation comme la CIMAD, qui se définit comme de solidarité active avec les indésirables, ça c'est particulièrement sensible, mais ça mobilise bien sûr beaucoup de gens. Et à cet égard, vous avez dû le suivre, le procès de Nice, ça a été très intéressant, parce qu'on a vu s'affronter légalité contre légitimité. Le tribunal, le procureur, a parlé d'articles de loi qui existent effectivement. Il y a un article de loi dans le CESEDA qui effectivement considère comme un délit, définit comme un délit l'entrée, le séjour de personnes en situation irrégulière, qui a été un petit peu corrigé. Il y a eu une clause humanitaire reconnaissant que pour un certain nombre d'actions qui étaient bénévoles, comme par exemple la nourriture, la santé, etc. Bon, ça, on ne pouvait pas faire comme si des aidants solidaires étaient comparables à des trafiquants pour lesquels cette loi est faite. Mais il n'empêche que la façon dont cette loi, et avec sa clause qui ne prévoit pas de supprimer le délit d'aide à la circulation. Alors quand vous mettez quelqu'un dans votre voiture, vous aidez à la circulation, effectivement. Et on se trouve dans cette situation où on a entendu des paroles magnifiques de ces aidants solidaires, des personnes qui ont simplement agi par simple humanité. Et je trouve que, et beaucoup de gens trouvent que on voit là se confronter ce qui permet à des personnes de résister à des lois quand elles paraissent illégitimes. Ne laisser quelqu'un sur le bord de la route parce qu'il n'a pas de papier ou parce qu'il ne devrait pas se trouver là, c'est une forme d'illégitimité, et en tout cas, la résistance à ça est une forme illégitime. Et puis aussi, les réactions sont d'abord sur des situations humaines. On ne laisse pas quelqu'un, en montagne en particulier, mais aussi dans la boue à Grande-Synthe, dans l'ancien bidonville, ou à Calais, ou sur les trottoirs de Paris, on ne laisse pas quelqu'un qui a froid, qui a faim, sans lui tendre la main. Mais il y a aussi, dans cette forme de résistance qu'on a entendue à La Roya, mais qu'on voit beaucoup ailleurs aussi, c'est une forme de refus d'accepter sans critique des lois ou la façon dont elles sont appliquées qui créent ces situations de souffrance et d'inhumanité. Et là, les mesures de fermeture des frontières, que ce soit celles imposées par les Britanniques, que la France a acceptées à Calais, ou que ce soit celles que les Français imposent aux Italiens à la frontière italienne, cette interdiction d'entrée à des gens qui continuent quand même d'entrer, l'application des accords de Dublin qui voudraient que, à partir du moment où quelqu'un est passé en Italie, qu'il a eu le malheur de déposer ses empreintes digitales, c'est à l'Italie de s'occuper de lui et il n'a pas le droit d'entrer en France, devant le caractère non à la fois irréaliste et créateur d'inhumanité, des gens disent non, il y a d'autres possibilités, et c'est cette forme de résistance qu'on voit se développer. Au-delà, cette situation est symbolique d'une prise de conscience que au-delà de
ces cas extrêmes, on pourrait dire, parce que tout le monde n'est pas dans des bidonvilles et tout le monde. Il y a une prise de conscience que derrière la question de l'immigration, dans le moment politique que nous vivons, politique français, mais aussi politique européenne et aussi politique internationale, les questions liées à l'immigration ne sont plus simplement des questions juridiques ou des questions économiques ou des questions sociales, mais soulèvent des enjeux très profonds de société, des enjeux politiques et éthiques fondamentaux de la société. La preuve que c'est important, c'est que dans le débat politique actuel, cette question de l'immigration, elle est à un point central dans le débat des présidentielles. Et ce qui est stupéfiant, vraiment, c'est étonnant, c'est de constater à quel point ces questions sont abordées de façon irrationnelle, y compris par des responsables politiques. C'est la raison pour laquelle la CIMAD, par exemple, dans la campagne présidentielle, a décidé de faire des fiches de décryptage pour que chaque fois que Mediapart le fait aussi, et d'autres, mais pour essayer de parler simplement de réalité, de réalité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais viennent de sortir hier les statistiques officielles sur l'immigration, l'asile, etc. Je ne vais sûrement pas vous citer tout ça, mais je voudrais juste soulever quelques chiffres concernant l'asile et concernant l'immigration, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Concernant l'asile, oui, 2016 a vu une augmentation très sensible du nombre de demandeurs d'asile en France, qui avoisinera les 100 000 si on compte les familles. Oui, le nombre de statuts de réfugiés, le taux de reconnaissance a augmenté, puisque pour la première fois depuis très longtemps, c'est près de 26 000 personnes qui auront une protection internationale. Oui, on peut se réjouir de ça. Mais, et c'est là où le discours politique, il faut avoir l'oreille critique. Mais ces augmentations ne sont liées que très, très marginalement aux décisions qu'avait prises le gouvernement dans le partage des responsabilités. Vous savez, ce partage des responsabilités honteux entre les États européens. En effet, sur les 30 000 que la France devait accueillir, l'année dernière, il en est arrivé 2700. Sur les visas humanitaires, qui seraient pourtant une façon d'entrer en France sans danger, l'année dernière, il y en a eu 4000 à peu près. Les réinstallations de Syriens, dont on a beaucoup parlé, n'ont concerné que 3000 personnes. Conséquence, toutes les personnes, ce qu'il faut tirer de ça, c'est que les personnes qui sont arrivées, qui arrivent en France actuellement, elles sont contraintes d'entrer de façon irrégulière, et c'est ce que nous on appelle, ils se relocalisent avec leurs pieds parce que les systèmes européens ne fonctionnent pas. Et ce que l'on voit arriver actuellement, ce sont des Soudanais, des Afghans, etc. C'est-à-dire, on a fait toute une histoire simplement autour de la question des Syriens, et maintenant ce sont d'autres populations. Et donc on est devant une situation où il y a la première prise de conscience qu'il faut faire, c'est certainement un devoir de vérité sur les réalités, qui sont des réalités d'aujourd'hui et des réalités de demain. Parce que finalement, et je termine sur ça, derrière ces questions de l'accueil des personnes qui arrivent maintenant, mais aussi de l'acceptation de celles qui sont là depuis plus longtemps, il y a tout ce débat autour de l'immigration largement irrationnel, très largement manipulé à des fins politiciennes. Mais derrière tout ce débat, le véritable enjeu, c'est un enjeu de soi, de société. Est-ce qu'on veut une société qui se referme sur ses peurs et qui ne veut plus d'étrangers et qui, ce faisant,
nie ou renie son histoire, ou fait semblant d'oublier son histoire, la façon dont s'est construite la société française, ou bien est-ce qu'on se rend compte que le moment est d'affirmer, de se mobiliser, et il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour ça, que l'alternative, c'est d'une société dont on est bien conscient qu'on ne peut pas construire de la cohésion sociale à partir de l'exclusion, de l'humiliation, du rejet, et qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas arrêter l'histoire, et qu'il faut continuer à la construire avec tous les fils qu'elle a. C'est des enjeux difficiles, mais c'est des enjeux un peu fondamentaux pour l'époque que nous vivons actuellement. Merci, merci Geneviève Jacques, merci à tous les trois. Ce que vous venez de dire pourrait être dit aujourd'hui par un citoyen des États-Unis d'Amérique, puisque c'est le même débat aujourd'hui.